Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h37 sur studiokalita.com. Voilà, donc c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Et l'on peut dire que ce matin, le seul titre qui fait vraiment l'unanimité dans l'ensemble de la presse et des médias israéliens et sur les sites d'information, eh bien, c'est celui qui se rapporte à l'ouragan Irma qui doit frapper ce matin les côtes de Floride. Tous les journaux nous montrent les dégâts impressionnants causés par Irma à Porto Rico, à Cuba, dans les Antilles françaises, dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Et les journaux interrogent des Israéliens qui vivent à Miami et dans ses environs et qui décrivent une panique sans précédent de la part de la population qui a été priée de quitter les zones du littoral et de fuir vers le nord du pays. Donc beaucoup de détails, beaucoup de témoignages dans les quotidiens israéliens de ce matin et beaucoup de titres comme Imalé ou Irmalé, une sorte de manière, un jeu de mots fait par la presse, par certains journaux israéliens pour décrire, on va dire, l'effroi que provoque donc cet ouragan qui doit frapper donc ce matin les côtes de Floride. Nous en reparlerons très certainement demain. Le Israël Hayom affirme en première page ce matin que le président américain Donald Trump exerce des pressions sur Mahmoud Abbas afin qu'il prononce devant l'Assemblée générale des Nations unies dans les prochaines semaines, c'est-à-dire probablement le 19 septembre, un discours plutôt nuancé, sans incitation contre l'État d'Israël. Apparemment, si Abbas accepte la condition américaine, cela pourrait conduire ensuite à une rencontre tripartite entre Binyamin Netanyahou, Mahmoud Abbas et Donald Trump, probablement dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. Apparemment, le discours de Mahmoud Abbas devait être très virulent, comme il l'a été au cours des dernières années dans ce cadre de Nations unies. Mais Israël aurait donc demandé au président américain Trump de persuader Abbas de cesser ses accusations, souvent mensongères, contre l'État hébreu. À la Maison-Blanche, il faut savoir, on dément cette information. En marge, le site d'i24 News, la chaîne d'information internationale qui émet à partir de Tel Aviv, indique que Mahmoud Abbas a gelé le financement du club des prisonniers palestiniens. Pourquoi ? Eh bien, apparemment parce que ce club avait soutenu il y a quelques mois la grève de la faim initiée par Marwan Barghouti dans les prisons israéliennes. Marwan Barghouti, qui est considéré comme le rival de Mahmoud Abbas pour la direction de l'autorité palestinienne. Mais il se pourrait également que le Raïs palestinien ait pris cette décision pour répondre d'une certaine manière, en partie, aux pressions américaines de ces derniers mois qui réclament, on le sait, l'arrêt du financement des familles des terroristes par l'autorité palestinienne. Le Israël Hayom nous rappelle que c'est ce soir que Binyamin Netanyahou s'envolera vers l'Amérique latine pour une première visite historique d'un chef de gouvernement israélien dans ce continent sud-américain. Il arrivera d'abord en Argentine, puis il se rendra en Colombie et au Mexique avant de se diriger vers New York pour prendre la parole le 19 septembre devant l'Assemblée générale des Nations unies. Le Yediot Aharonot, lui, consacre sa manchette, on va dire, 3/4 de sa première page ce matin à Sarah Netanyahou, et le journal révèle des extraits de l'acte d'accusation que prépare le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit contre l'épouse du Premier ministre. Cet acte d'accusation indique que la résidence du Premier ministre à Jérusalem a commandé des repas gourmets pour des montants mensuels allant de 11 000 à 24 000 shekels. Le tout pour 360 000 shekels étalé donc sur plusieurs années. Le journal cite également le nom des restaurants de haut de gamme qui fournissaient la résidence du Premier ministre. Il s'agit de restaurants à Jérusalem. Selon le Yediot Aharonot, Sarah Netanyahou aurait donné l'ordre de dissimuler le fait que des cuisinières étaient employées au même moment par la résidence officielle. La présidence du Conseil a réagi en affirmant que tous les chefs d'accusation mentionnés ces derniers mois avaient été repoussés. Seul celui des repas et des plats de repas commandés était resté donc dans le cadre de cet acte d'accusation. Fin de citation. Et dans le Yediot Aharonot, Nahum Barnea trouve là aussi le moyen de s'en prendre au Premier ministre. Barnea ne comprend pas pourquoi le conseiller juridique du gouvernement fait une distinction dans cette affaire entre Sarah et Binyamin Netanyahou, comme s'il ne savait pas qui avait commandé quoi, écrit Nahum Barnea ce matin en parlant de Binyamin Netanyahou. Tout cela n'est pas très intelligent. Quant à Shlomo Pietrokowski, toujours dans le Yediot Aharonot, il constate que la presse israélienne
qui s'acharne à incriminer Netanyahou, y compris dans des affaires concernant son épouse, n'avait pas agi de la même manière lorsque l'épouse d'Ehud Barak avait enfreint la loi en employant illégalement un immigrant illégal dans son somptueux domicile de Tel Aviv. Et il se demande donc pourquoi il y a-t-il deux poids et deux mesures dans le traitement donc de ces deux cas, de l'épouse d'Ehud Barak et de celle de Binyamin Netanyahou. Selon lui, il n'est pas nécessaire de parler d'acte d'accusation dans le cas de Sarah Netanyahou, mais un blâme de la part du contrôleur de l'État suffirait. Et en marge de cette affaire, c'est le fils du Premier ministre Yair Netanyahou qui a suscité la polémique hier soir en particulier en publiant une caricature que le Yediot Aharonot qualifie d'antisémite. Sur cette caricature, on voit George Soros, le milliardaire juif américain, à qui l'on reproche de consacrer une partie importante de sa fortune à déstabiliser les régimes européens conduits par des mouvements de droite nationalistes et qui finance donc même une partie du boycott du BDS, du boycott d'Israël. Eh bien, on voit donc sur cette caricature George Soros actionner Ehud Barak, Eldad Yaniv et Meni Naftali pour tenter de faire chuter le gouvernement de Binyamin Netanyahou. Cette caricature, dans sa version d'origine, accuse les Juifs du monde entier de contrôler le monde. Et pour Ben Dror Yemini, l'un des éditorialistes du Yediot Aharonot, cette caricature dépasse toutes les limites. Les sites Ynet et Voilà se font l'écho ce matin d'une violente confrontation hier entre manifestants laïcs et manifestants orthodoxes dans la ville d'Arad, dans le Negev. Les manifestants laïcs protestaient contre ce qu'ils ont appelé la transformation d'Arad en ville orthodoxe. Les manifestants orthodoxes, qui sont tous des chassidim de la chassidoute de Gour, ont protesté contre des panneaux offensants brandis par les laïcs contre leur rabbin, le rabbi de Gour. Au cours des dernières années, de plus en plus de chassidim de Gour se sont installés à Arad et cela n'est pas du goût apparemment donc des habitants laïcs, dont de nombreux anciens et nouveaux immigrants, on peut dire, de l'ex-Union soviétique qui ne veulent pas que la ville se transforme peu à peu en une cité charidite. Et hier soir, ces frictions donc, se sont transformées en une confrontation ouverte et les orthodoxes ont même brûlé des pneus et s'en sont pris à des policiers qui tentaient de séparer les deux parties. Les quotidiens israéliens et les sites mentionnent en évidence le succès du film israélien Foxtrot qui a remporté hier soir le grand prix du Festival international du film de Venise, ce que l'on appelle le Lion d'argent. Ce film a déjà suscité la polémique au cours des derniers jours en Israël lorsque la ministre de la Culture, Miri Regev, l'a vivement critiqué pour, je cite, diffuser un message pacifiste anti-israélien et pour décrire en particulier Tsahal comme une armée dénuée d'éthique et de morale. Le metteur en scène de Foxtrot, Shmuilik Maoz, s'est félicité de ce prix et il a déclaré que lorsqu'il émettait des critiques à travers ses films de l'État d'Israël, eh bien, c'était avant tout par amour pour ce pays. Miri Regev a déclaré pour sa part que ce prix prouvait qu'il ne fallait pas subventionner des films qui servent ensuite la propagande anti-israélienne. À noter également, il y a eu d'autres distinctions dans le cadre de ce festival. Le film israélien Ga'agua a reçu également une récompense dans le cadre donc de ce festival international du film de Venise. Le Times of Israel se penche ce matin sur les trésors renfermés dans la bibliothèque juive Etzraïm d'Amsterdam, qui est la plus ancienne bibliothèque juive au monde, qui compte 30 000 ouvrages, dont certains sont de véritables joyaux, comme cette édition du Mishneh Torah de Maïmonide datant du XIIIe siècle. Cette bibliothèque, ouverte en 1616, renferme des manuscrits rédigés par des juifs qui ont fui l'Inquisition pour se réfugier à Amsterdam. La bibliothèque est mitoyenne à la grande synagogue portugaise d'Amsterdam et afin de conserver ces trésors, la bibliothèque, qui n'est ouverte, il faut le souligner, que quelques semaines par an, a conclu un contrat avec la Bibliothèque nationale d'Israël afin que ces livres rarissimes puissent être scannés, puissent être présentés ensuite au public. Et puis le Yediot Aharonot, dans son supplément politique de ce Shabbat, publie donc en exclusivité des extraits du livre autobiographique écrit par Shimon Peres au cours des derniers mois de son existence. Ce livre est paru cette semaine en anglais et la traduction en hébreu devrait paraître dans les prochaines semaines, donc à l'occasion du premier anniversaire donc de la disparition de l'ancien président israélien. Ce livre relate d'une certaine manière l'histoire de la création et du développement de l'État d'Israël
d'Israël tel que Shimon Peres l'a vécu lui-même. Et le Yediot Aharonot a choisi de publier donc dans l'édition de vendredi, à cette occasion, un extrait du chapitre consacré par Shimon Peres à la construction de la centrale nucléaire de Dimona. Shimon Peres y explique entre autres comment il a dû faire face à l'opposition de nombreux dirigeants israéliens qui ne comprenaient pas la nécessité de doter Israël du nucléaire, et puis comment les Français ont fourni à Israël les technologies pour produire cette bombe. Shimon Peres raconte sa rencontre impromptue à la Maison-Blanche en 1963 avec le président américain John Kennedy et comment celui-ci a voulu savoir si Israël s'était doté de l'arme nucléaire. Un récit passionnant, donc dans l'édition de Shabbat dernier, du Yediot Aharonot à l'occasion du premier anniversaire de la disparition de Shimon Peres. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec le docteur Dov Maimon. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.